Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutri & Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va parler trail. On a la chance de recevoir Ludovic Pomeré. Ça va, Ludovic? Hello, hello tout le monde. Bah oui, ça va, jusqu'à là ça va, on verra. Ça dépend de vos questions, si c'est des questions pièges ou pas. Non, non, au contraire, ça va aller, ça va être hyper intéressant. Moi, je t'avoue que j'ai vraiment hâte et Pierre aussi de ce podcast. Déjà, toujours accompagné de Pierre de la team 1000%, bien sûr. Ça va, Pierrot? Ouais, ça va, nickel. Bonjour à tous. Salut Donc Ludovic. aujourd'hui, on va parler trail, mais aussi comment durer un trail. Bon, c'est pas méchant, Ludo, hein, mais c'est vrai que tu as un certain âge pour un trailer. C'est vrai qu'avant, c'est marrant parce que on disait il y a 20-30 ans que le trail, c'était l'ultra trail surtout, c'était pour les personnes qui avaient un petit peu d'expérience. Après, c'est sûr qu'il y a eu Il y a eu des jeunes qui sont arrivés. des contre-exemples. Il y a eu un Kylian qui est arrivé, qui a Voilà. bousculé tout ça. Exactement. Et donc là, ça va être intéressant d'avoir justement ta vision un petit peu de l'entraînement, donner pas mal de conseils pratiques aux gens, car tu arrives encore à performer et j'ai l'impression que tu es de mieux en mieux, tu progresses d'année en année. Donc ça va être intéressant. Je laisse pour les gens qui te connaissent pas te présenter un petit peu. Donc n'hésite pas aussi, ne sois pas humble, n'hésite pas à dire aussi ton palmarès, hein, tu peux y aller. Ok. Et ben donc je m'appelle Ludovic Pomeré, je fais bon, on va commencer par la présentation complète. Je suis marié, j'ai 2 filles. Je suis ingénieur en informatique et je travaille pour le contrôle aérien suisse. Voilà, depuis 2 ans, maintenant je travaille à 60%, donc c'est plus facile, mais avant je travaillais à 100%. Et voilà, je fais du trail après à peu près depuis les années, ouais, depuis 2000 en fait. Mon premier gros trail c'était en 2000, donc ça fait quelques années effectivement. J'ai commencé relativement tard au final. J'ai commencé à 25 ans et voilà. Donc des trails. Premier long, c'était la diagonale en 2009. Voilà, j'avais fait deuxième. Sinon, en fait, au niveau palmarès, on va dire, bah, voilà, ce qu'il y a à retenir, on va dire, c'est du TMB en 2016. Donc, ça date un petit peu maintenant. Les TMB plus récents, ça reste un top 5, mais bon, c'est un peu, c'est pas le podium. La TDS en 2022, la diagonale en 2021, la Hard Rock cette année. Voilà, les Bon, grandes c'est pas, courses, en fait, voilà, une grande c'est victoire. magnifique. Et sinon, bah, Bravo à toi. je suis assez content aussi de l'expérience que j'ai eue en équipe de France avec bah, plusieurs fois dans les 5 au championnat du monde. Ben justement, aujourd'hui, pour les auditeurs, ça va être essayer de comprendre un petit peu ton entraînement, donner les clés et aussi comment durer dans le trail. On a souvent cette image de sport un peu agressif, traumatique, donc ça va être hyper intéressant. La première question qu'on se posait avec Pierre, donc tu as un petit peu répondu, tu es arrivé sur le trail tard. Quelle activité physique tu as commencé dès ton plus jeune âge? Est-ce que tu as fait du sport? Pas du tout. C'était quoi ta base un petit peu avant de te lancer dans le trail? Alors, oui, j'ai quand même toujours fait un petit peu de sport, mais plutôt des sports qui étaient un peu fun, pas la course à pied, je trouvais pas très fun. Donc, plutôt les sports de glisse. Moi, j'habitais en station, donc j'ai fait du ski tout jeune, et puis après, ça a été une grosse période snowboard, windsurf, voilà. Et puis après, ça a été trail et ski alpinisme. Donc après, passer directement en fait dans l'endurance quoi. Mais avant ça, j'ai pas de passé voilà d'athlétisme, d'où ma foulée un petit peu lourde. Mais ouais, donc ouais, c'est venu comme ça en fait, plutôt en découverte par défi, un petit Donc, peu. ah, Puis ah, j'ai fait aussi enfin 1 an en fait du triathlon pour répondre à un défi d'un collègue qui voulait que je fasse Embrun quoi. Donc voilà. et à quel âge tu as commencé les sports d'endurance alors, pour être un peu plus précis, pour avoir à peu près une estimation, vers 17 ans, 18 ans ou quand même un petit Ah peu non, non, avant? c'est vraiment 25 ans, c'est quand j'ai voulu m'inscrire en fait sur ce trail, enfin qui m'a mis un petit peu dans le bain, le trail qui partait de mon village, voilà. Et voilà, c'est là où j'ai commencé quoi. Et c'était un trail qui faisait 106 km et voilà, ça m'intéressait d'aller en défi, de le faire en marcheur et puis bah, je pars ici. Et c'est vraiment là où j'ai commencé quoi.
Ok. Il y a mes Ouais, mais beaux-frères les qui gens. m'ont un petit peu, mes beaux-frères qui m'ont un peu lancé dessus parce qu'eux ils faisaient de l'athlé, et puis il y avait un petit peu ouais, je pense que c'est juste dans les années 2000, 99, il y avait un petit peu euh, des montées sèches quand tu vois, dans les refuges, on appelait pas ça des trails en fait. Et voilà, ils m'avaient lancé un petit peu là, un peu le défi quoi. Moi qui n'étais pas sportif, on va dire en fait, et eux qui faisaient de l'athlé, donc ouais, les challenger un peu quoi. C'est vrai que ça paraît incroyable de commencer aussi tard et d'arriver à performer. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être débutent depuis quelques années, donc soyez assidus et ça va payer un jour ou l'autre. Et c'est vrai qu'on se posait aussi la question. Ouais, Pierre, vas-y. Non, non, fini. Je Ah, parlerai excuse-moi. après. Moi, Pierre, on en parlait avec Pierre justement, c'était quand même une carrière. Maintenant, ça fait combien de temps? Ça fait bon, 20 ans de trail à peu près, c'est ça, en gros? Ouais. J'ai commencé en 2000, mais vraiment plus assidu 2003, 2004. Ouais. Ce Ouais, qu'on donc se 20 demandait ans. comme question, comment tu as fait évoluer tes entraînements? Si tu avais des choses un petit peu à refaire, comment est-ce que tu les referais de la même façon? Est-ce qu'il y a des choses que tu améliorerais? Au niveau de la planification, plus de la saison, est-ce que tu as évolué vis-à-vis de ça? Par exemple, sur un événement, tu te prépares pour cet événement-là et tu construis un entraînement autour, ou est-ce que c'est plus du volume, du volume, du volume? Alors justement, au début, en fait, je te disais que j'étais un peu venu sur le trail aussi en défi. Et les défis, c'était cette course qui est dans mon village, qui faisait 106 bornes que j'ai pas réussi. Après, j'ai commencé à m'entraîner un peu, à me blesser, voilà. Et puis après, cette course, elle a disparu. Et il y a une autre course qui a pris le relais, c'est l'UTMB. Et je me suis inscrit en 2004 aussi, enfin, voilà, en défi. Donc, en focalisant sur cette course, en essayant de se préparer et se focaliser sur cette course. Et 2004, 2005, ça a été des échecs. Donc après, j'ai changé ma façon de faire. Je me focalisais plus sur une course en fait. Et voilà, je courais fréquemment. Je m'entraînais pas beaucoup au final entre les courses, mais je courais pratiquement toutes les 2 semaines. Donc voilà, beaucoup de courses et au final peu d'entraînement. Et ouais, comme ça jusqu'à à peu près jusqu'à ce que je rencontre mon coach en fait au final. Enfin, mon coach, je l'ai rencontré en 2009 sur les championnats du monde où j'étais pas en équipe de France. Il voulait m'entraîner, et puis voilà, ça m'intéressait pas de me lancer dans un entraînement structuré. C'était plus voilà, de faire ça, de faire un petit peu ce que je voulais en fait, et puis voilà, aller en montagne, pas faire de fractionner, s'entraîner un petit peu comme ça. Et du coup, en fait, quand j'ai été sélectionné la première fois en équipe de France pour les championnats du monde en 2015, j'ai repris contact avec Philippe Propage, qui était sélectionneur. Et là, je lui ai demandé de m'entraîner un petit peu, voilà, un peu plus structuré, on va dire. Mais avant 2015, j'avais pas vraiment d'entraînement structuré, je faisais pas de fractio. Voilà, c'était des sorties en montagne entre les courses. Euh, et puis ouais, prendre un peu de plaisir. Ce que m'a amené Philippe, c'est ça, c'est vraiment moins courir, parce qu'il disait tu cours vraiment trop. Et puis c'est essayer de cibler un peu plus et voilà, de structurer l'entraînement pour arriver sur une échéance qu'on définit euh, plus en forme, quoi. Quand ton coach il te disait tu cours trop, c'est tu fais trop de courses ou tu fais trop de volume de course à pied? Non, je faisais trop de courses. Je faisais pas beaucoup de Mm. volume parce que quand tu Mm. cours toutes les 2 semaines, le temps que tu récupères, Ouais. tu recours quelques et après c'est à nouveau une autre course quoi. Donc non, c'était trop de compétition quoi. Et Mm. non, au niveau volume, au final, ça faisait pas tant que ça parce que même si tu fais à 50 bornes toutes les 2 semaines, bah, Ouais. tu fais pas 100 bornes par semaine. Donc Mm. mon volume a plutôt augmenté après euh, quand, quand on a structuré l'entraînement avec Philippe. Et justement, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un petit peu cette mode du volume quand même. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler. Est-ce que pour toi, c'est quand même essentiel, ou est-ce que c'est peut-être surcoté? Est-ce que la qualité est importante, ou est-ce que pour toi, le volume, ça reste quand même la base de l'entraînement pour l'ultra? Je pense, on parle de volume, mais ouais, sur l'ultra, pas forcément nécessaire. Après, sur des courses plus courtes, je pense quand même que sur l'ultra, ouais, il en faut quoi. Et il en faut, bon, pour préparer physiquement, mais ça m'aide aussi en fait quand je fais des grosses semaines de volume, ça m'aide aussi mentalement après parce que quand on a fait une semaine où voilà, on a passé peut-être 30 heures ou 35 heures sur le parcours, enfin, on n'a pas la même vision en fait après en course. Je me souviens en fait, c'est pas cette année, parce que cette année ça a été plutôt dur, mais il y a 2 ans en fait, voilà, les 10 premières heures, je les ai pas vues passer quoi. Et c'est quand même 10 heures quoi. Donc c'est aussi ça en fait, c'est
tu changes un petit peu, enfin, plus t'en fais, plus tu relativises un peu le temps que tu passes sur la course. Et ça m'a aidé un peu mentalement aussi, quoi. Mais je pense que physiquement, pour l'ultra, c'est quand même nécessaire. Après, voilà, si on reste sur une distance marathon, maratrail, peut-être qu'il y a moins besoin de volume et la part du fractionné est peut-être plus importante. Maintenant, le fractionné, j'en garde, que ce soit du fractionné plat, on essaye de garder des séances de vitesse, même si la vitesse elle baisse. Et voilà, séance de vitesse sur du plat et séance de côte, séance de descente, enfin il y a un petit peu de tout, quoi. Donc, pour essayer de rentrer un petit peu dans le détail, tu as un événement clé dans ta saison ou peut-être 2 on va dire et comment tu vas ensuite construire ton volume? Est-ce que plus tu es loin et plus tu vas faire des choses qui ont rien à voir comme par exemple du vélo, du renfo et après faire de plus en plus de volume pour arriver au volume max un mois à peu près avant ta compétition? Ou est-ce que tout le temps tu cours? Est-ce que tu as une logique avec ton entraîneur? Comment vous construisez un petit peu, pour les auditeurs notamment qui ont pas trop de coach, je pense pour la plupart, pour leur aider à planifier un petit peu un événement? Oui, bah, donc normalement, on établit un petit peu début de saison. Alors après, il peut y avoir quelques changements, mais on établit les grandes lignes, les échéances où bah, on a envie d'être un peu performant. Bah, cette année, c'était sur le hard rock parce que c'est difficile d'avoir un dossard. Et après, je voulais quand même retourner sur l'UTMB pour les 20 ans de ma première participation. Donc voilà, c'était 2 objectifs dans la saison. Et puis avant ça, bah, il y avait voilà 2 courses, on va dire 2 préparations. Voilà, je lui avais défini ces 2 objectifs-là à Philippe. Il m'a dit bah faut que tu trouves une course en fait vers avril et puis que tu refasses une course en mai, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que tu parlais de 5 victoires. J'étais en off tout à l'heure, donc j'ai été Eh oui. à 5 victoires, qui est une course assez technique. Et puis après, bah voilà, j'ai eu l'occasion d'aller en Argentine, mais ça c'était voilà, oui, c'était une occasion, donc on y a été, quoi. Mais voilà, c'était ça, c'était d'avoir une course en début de saison, après ma saison de ski alpinisme, avoir une course en fait 40, 50 bornes, et puis après un peu plus long en fait en mai, autour de 100 km, donc c'est ce qu'on avait ciblé, bon ça faisait 130, et voilà pour préparer après, c'est un petit peu une montée aussi dans la compétition, une montée un petit peu en charge. Et ça traditionnellement, c'est un petit peu ce que je faisais, c'est qu'en début de saison, je faisais des courses un peu plus courtes, aussi parce que pendant la période hivernale, c'est une période où voilà, je cours moins, mais on se focalise un peu plus aussi sur la vitesse, quoi. Et voilà, sur cette période-là. Et du coup, on met un petit peu à profit bah, sur les courses un peu plus courtes. Et après, on augmente bah, les distances pour aller vers les courses qui m'intéressent plus maintenant, les longues distances, quoi. Pierre? Et justement, dans cette période hivernale, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est quoi l'objectif? Tu diminues du coup forcément ton volume de travail en course à pied pour décharger au niveau articulaire, pour récupérer. Qu'est-ce que tu vas chercher à faire et qu'est-ce que tu vas chercher à enlever justement pendant cette période-là? Ouais, donc là, c'est pas une pause, c'est vraiment une hivernale parce que du coup, en fait, je fais quand même toujours pas mal de sport en Je me hiver, doute, sauf ouais. que c'est le ski alpinisme qui est mon sport principal. Et les week-ends, je fais que ça. Quand je suis en vacances, je fais que du ski. Et en fait, on travaille un peu la vitesse sur quand je vais au travail, quand je suis à Genève, parce que voilà, je suis réparti entre 2 logements et en montagne à un côté de Genève, même s'il y a des montagnes pas très loin. Et du coup, on profite de ces périodes où je vais au boulot euh, pour aller, voilà, pour travailler le plat et la vitesse. Et ça permet, bon, c'est important quand même de garder la course à pied parce que quand vraiment on coupe complet, c'est vraiment difficile après à reprendre. Mais de limiter un petit peu, ça permet de récupérer un petit peu quand même des traumatismes voilà, articulaires, enfin décharger un petit peu tout ça, toutes les tensions. Et puis le ski alpiniste, c'est aussi un bon complément, quoi. Donc ça me permet de travailler plus en douceur, en fait, aussi du volume, sur des efforts qui sont relativement courts par rapport à l'ultra, parce qu'une course de ski alpinisme, ouais, ça peut aller très court, en fait, hein. Ça peut aller de 30 minutes à mais maxi 3 heures, 3 heures et demie. Donc voilà, c'est des courses qui sont relativement courtes. Et voilà, ça rentre un petit peu bah, dans ce cadre de préparation un peu plus pour la vitesse, pour des, des courses plus courtes, quoi. Pierre, tu avais une question, je crois? Combien de temps tu te donnes sur cette période hivernale? C'est tant qu'il y a des compétitions, donc souvent ça va. Je fais pas mal de volume pendant je prends en principe 2 semaines à Noël,
où je fais pas mal de volume. Là, je fais 2 semaines, c'est que du ski. Voilà, souvent, j'arrive vers 40 000 de dénive sur ces 2 semaines, donc c'est quand même, à la rigueur, peut-être plus de volume en fait, qu'on peut faire en course à pied, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins traumatisant. Donc voilà, décembre, c'est pour faire, on va dire, l'endurance, et puis après, ça commence les courses où il y en a pratiquement toutes les semaines, voilà, des courses de ski alp. Donc jusqu'à la grande échéance qui est la Pyramenta en fait, qui est mi-mars. Et voilà, encore une ou deux courses, mais jusqu'à fin mars, on va dire, hein, en gros. Des fois, j'alternais un petit peu. Dans le passé, je faisais un petit peu des trails blancs. Il y en a un peu moins maintenant, ou j'en fais en tout cas un peu moins. Ça m'est arrivé aussi de couper, d'intercaler le Ventoux entre, soit juste avant la pierre, soit après la Pyramenta. Donc voilà. Voilà, la période, c'est à peu près jusqu'à ça, jusqu'à début avril, quoi. Et tu disais de maintenir un volume de course à pied et des séances aussi de qualité et de vitesse. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes? Qu'est-ce que tu fais? C'est du fractionné très court sur du 30 secondes, 1 minute, ou tu travailles plus sur 1 kilomètre à une bonne allure? Comment tu articules ça et comment tu fais? Alors ça, va falloir faire un podcast avec mon coach. C'est lui qui, c'est lui qui gère Après, ça. c'est Non, toi mais qui fais les séances, donc ça va. Tu oui. sais à peu près. Non, mais voilà, traditionnellement, quand je reprends la course à pied, donc en principe c'est début janvier, quand je reprends la course à pied, on recommence avec du fractionné à plat et court, quoi. Donc Ok. plutôt des 30 secondes en fait. Il me fait faire souvent des séries de 30 secondes. Euh, Ça peut être 12 fois, des fois c'est 3 fois 12 fois 30-30. Voilà, mais c'est une reprise et puis après il va augmenter petit à petit en fait la durée avec des 1 minute et ça peut aller plus sur du seuil sur des 3 ou 4 fois 6 minutes. Là aujourd'hui j'ai rien, je revenais de courir mais j'ai fait un 3 fois 5 minutes, mais je suis vraiment collé par contre, mais bon ça c'est j'ai pas voilà, c'est pas encore ma préparation hivernale, mais bon on essaie de maintenir un petit fond de panier quoi, on va dire. T'as bien Mais raison. Et c'est vrai que tu fais beaucoup de ski alors, et on entend beaucoup le vélo, le renforcement musculaire aussi pendant cette période-là. Est-ce que c'est des choses que bon, le vélo peut-être c'est difficile avec la neige, peut-être l'hiver, mais est-ce que le renfort, t'en fais à cette période-là, ou toi c'est pas trop ta sensibilité? non, alors pas de renfort, pas de muscu, non. J'ai demandé à mon Ok, coach, je lui ai dit avec ce que tu fais, il y a pas, voilà, il voit pas d'intérêt de faire du renforcement. Le ski alpinisme c'est un sport complet où on travaille le haut du corps aussi, haut et bas du corps, donc ça prépare aussi en fait l'utilisation des bâtons pour l'été. Donc c'est un bon avantage. Et en dehors de ça, j'ai voilà, même si c'est pas de la course à pied, pas du ski alp, j'ai quelques activités physiques. Là, je fais de la maçonnerie, donc du renfort, la PPG portugaise, ça marche bien aussi. et le vélo, est-ce que tu en fais un petit peu dans ta saison quand les beaux jours arrivent, ou pas spécialement? Alors oui, même si je travaille à 60%, c'est souvent plus compliqué de faire du vélo. Cette année, le temps était quand même bien pourri aussi au printemps, donc j'en ai pas fait beaucoup. C'est peut-être une saison où, depuis que je suis avec Philippe, où j'ai fait le moins de vélo, parce que Philippe met pas mal de sorties vélo, ouais. Mais c'est un peu plus chronophage, c'est plus compliqué à caser. Et puis voilà, moi je suis pas un fan de vélo. S'il pleut, je vais pas faire. Voilà, je remplace par de la course à pied. Je préfère aller courir 1 heure que 2 heures de vélo sous la pluie, quoi. Donc, mais sinon, oui, il en met quand même pas mal. Mais cette année, ouais, par la force des choses, et plutôt en fait la préparation que je voulais faire sur la hard rock, j'ai pas fait beaucoup de vélo. Mais c'est bien de croiser pour le volume, ouais. Est-ce que c'est des séances spécifiques, des fois forces, qu'on peut faire? On entend beaucoup ça aussi un petit peu dans cette période hivernale, où on fait des séances forces sur vélo avec un gros braquet et on va envoyer. Est-ce que c'est un type de séance que tu fais de temps en temps, ou c'est plus des sorties longues pour mettre du volume, habituer le corps à travailler? Ou les Non, deux c'est plus peut-être? sortie longue ou sortie récup. Ça peut aussi être sortie après une course, en fait, voilà, pour faire tourner les jambes, pour éliminer. Non, je fais pas de force. Philippe, il met des sorties vélo, mais pas, j'ai pas d'objectif normalement sur ces sorties. Il me met voilà 2, 3, ou des fois 5 heures de vélo, mais pas de séance dessus, quoi. Les séances, on les fait spécifiques en course à pied. Et donc, comme je te dis, je fais du ski l'hiver, donc pas de vélo l'hiver, pas d'autres traîneurs non plus, quoi. Ok. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Pardon, vas-y Pierre.
Et en période d'été, en termes de volume horaire d'entraînement, vélo et course à pied, tu dirais que c'est à peu près, ça correspond à quoi pour chacun, pour qu'on ait un ordre de grandeur? En moyenne, je dois être vers ouais, 12-13 heures par semaine. Ouais, c'est à peu près ça, on va dire, à la moyenne. Mais voilà, quand il y a des semaines de volume, bah, tu parlais à un mois, 3 semaines de l'échéance où on fait, ouais, je vais faire jusqu'à 200 ou 200. Cette année, ma plus grosse semaine, c'était 230, quoi. 230 kills à pied, exclusivement, avec ouais, 15 000 ou en tout cas entre 12 et 15 000 de dénivelé. Forcément, il y a plus de. Ça prend pas 12 heures, quoi. C'est un peu plus long, quoi. Donc là, on va être plutôt. Ouais, on peut aller jusqu'à 30 heures, quoi. 35 heures. C'est sûr, sur ces grosses semaines-là, quoi. Et le vélo Et correspond à combien d'heures là-dessus? Le vélo, non, ces semaines de volume, en principe, j'ai pas. C'est vraiment semaine de volume course à pied, quoi. C'est plus dans la D'accord. préparation avant, en fait, où je peux avoir des sorties de vélo. Mais non, en temps, je pense que si j'ai ouais, un tiers de vélo en temps, ça doit être à peu près ça, quoi. Ok. Et au niveau de tes week-end shocks, c'est quelque chose qui est important pour toi? Est-ce que tu en fais ou pas spécialement? Est-ce que toi, vraiment, tu répartis ton volume de façon plutôt hebdomadaire? Ou est-ce que tu t'obliges quand même à être progressif et faire des week-end shocks de plus en plus importants, plus tu te rapproches de l'événement? Alors c'est pas des week-end choc, mais c'est que c'est par la force des choses quand tu travailles, c'est que la semaine, bah, tu fais pas des sorties de 4 heures. Euh, voilà. Et c'est aussi le rôle de l'entraîneur de prendre en compte en fait ton environnement, que ce soit familial ou professionnel, et voilà, de pas mettre des séances en cours de semaine si tu travailles 8 ou 9 heures dans la journée, de pas mettre 4 heures d'entraînement. Voilà, ça passe pas. Donc souvent c'est ça, c'est des entraînements qui sont plutôt courts, 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie, voire des fois, ça arrive en fait des fois de les doubler, mais plutôt relativement court et du coup, bah, par la force des choses, le volume, des sorties un peu plus longues, ils sont faits le week-end parce qu'on a plus de temps aussi. Donc, et Ok. voilà, pour info, moi j'ai toujours un jour de repos dans la semaine. En principe, c'est le lundi ou le mardi, quoi. Et donc ton plus gros week-end shock pour préparer par exemple l'UTMB, c'était quoi? Si tu as fait 150 km sur 2 jours, un truc comme ça, ou quand même pas? Non, 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 bah, c'était pas week-end. Moi, quand je parle de semaine de volume, en fait, c'est que je travaille pas, quoi. Enfin, on peut pas faire. Enfin, c'est difficile de concilier une semaine de volume en travaillant. Donc, moi, Ouais, là, avant, je faisais pas ces semaines de volume parce que j'avais pas la possibilité de prendre des vacances spécifiquement pour ça. Donc, ouais, ça pouvait être 2, 3 jours. Mais voilà, faire autant de volume, en fait, c'est assez récent. C'est depuis que je travaille moins. Mais faire une semaine de volume en travaillant à côté, ouais, je pense pas que ce soit non plus forcément une bonne idée parce qu'on a besoin aussi de récupération. Et voilà, ces semaines de volume, elles sont dédiées à ça et c'est hors travail, quoi. Donc c'est pas des week-ends choc où ouais. je fais 150 bornes, non. Ok. Et c'est ton volume, c'est que de la course de temps en temps? Ou est-ce qu'on avait eu Benoît Girondel qui était venu dans le podcast, je pense que tu dois connaître, et qui nous Ouais. parlait de l'importance de la randonnée. Pour lui, il disait, en fait, l'ultra trail, c'est presque de la rando. Il exagérait, bien sûr, mais il disait que voilà, lui, des fois, ça lui arrivait juste même pas de courir et de faire des grosses randos. Il se chargeait derrière avec un sac à dos et il partait la journée en montagne. Est-ce que c'est des choses que tu réalises aussi, peut-être en famille ou quoi? Ou toi, non, peut-être tu Bah, sur les différencies? sorties longues, ouais, c'est rando trail. Enfin, souvent, mon coach il met ça sur les sorties longues, c'est rando trail. Donc, c'est plutôt de la marche en montée, puis on trottine quand même en descente. Après, là, pour préparer la hard rock, du coup, tu parlais de rando. Bah, j'ai fait de l'itinérant avec ma tante et de sac sur le dos. Et ouais, donc là, tu cours pas beaucoup en descente. Enfin, je trottinais quand même un petit peu, mais voilà, quand on a 10 kilos sur le dos, un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, j'en fais aussi, mais c'est fait partie en fait des sorties qui sont à faible intensité, quoi, mais assez longues. Ouais. Ouais. Donc De ouais, toute façon, ça fait partie de l'entraînement. Ouais. et la majorité de tes séances, quand même, c'est de la basse intensité, non? Pour encaisser des tels volumes, ou est-ce qu'il y a quand même un peu des séances d'intensité à l'intérieur aussi de ces semaines-là qui sont intenses?
Alors, dans les semaines volume, non, en principe, il n'y a pas d'intensité. Maintenant, quand on fait une semaine, par exemple, avec une Rocco UTMB, avec les collègues comme Arthur, Greg, bah, des fois, il y a des petites attaques, donc il y a des petites intensités qui se font comme ça, quoi. Ah ouais, vous vous allumez un peu, même pendant Ouais. dans la reco? Mais non, il y a pas de séance dédiée en principe. Voilà, si on est sur une semaine de volume, c'est plutôt cool. Et là, pour en préparer de la rock, j'ai fait vraiment des séances de volume qui étaient vraiment à faible intensité, ouais, vraiment. Vraiment, Ok. quand je te parlais de la rando, enfin, même si j'arrivais au sommet d'école, j'étais oxy, mais c'était lié à l'altitude aussi, à 4000, c'était un peu plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, c'est faible intensité au final. D'ailleurs, pour l'altitude, tu t'étais entraîné en chambre hypoxique, non? J'ai entendu ça, il me semble. Tente. Ouais, En tente? ouais, alors j'ai fait 3 semaines en fait où je voulais faire une préacclimatation pour que j'avais réglé en fait la tente à 2008 c'est qui est l'altitude du point de départ de la course. Et voilà, sachant que l'altitude moyenne sur cette course c'est 3005. Donc j'avais réglé à 2008 et j'avais fait 3 semaines en essayant d'y passer le plus de temps possible, de travailler un petit peu dedans parce que j'ai la possibilité de faire du télétravail. Ok. Euh, je sais pas si ça m'a servi parce que les premières fois que je suis monté à 4000, j'étais, j'étais bien déboîté. Et puis j'avais demandé à un médecin de me prescrire en fait des analyses. J'avais fait des analyses après l'attente, avant et après. Et voilà, au niveau sanguin, en fait, j'avais plutôt perdu en taux d'hématocrite que gagné. Donc je sais pas si je l'ai utilisé correctement, quoi. Ok. Ouais, c'est bizarre. Hein. Et c'est vrai que nous, dans ce podcast, on parle beaucoup santé et sport et aussi nutrition. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu es suivi par un médecin au quotidien? C'est vrai qu'il y a des énormes volumes. Est-ce qu'il y a il y a un petit peu un suivi quand même qu'on pourrait conseiller aussi aux auditeurs s'ils font notamment ce genre de pratique d'ultra? Est-ce que tu vas Alors, faire une petite prise de sang peut-être? suivi médecin, non. Je demande des fois de temps en temps à un médecin, voilà, que j'ai toujours en relation quand j'étais en équipe de France, de me faire des analyses. Mais voilà, c'est aussi si à un moment je sens une fatigue générale, voilà, de faire un petit check-up. Mais hors équipe de France, on n'a rien en fait avec nos partenaires qui nous font un suivi longitudinal en fait tout au long de l'année. Donc soit Ok. faut se l'organiser, voilà. Mais non, j'en fais pas spécialement. La seule chose que je fais depuis 2 ans et là j'y trouve pas mal de bénéfices, c'est de enfin d'avoir un kiné 1 à 2 fois par semaine. Et ça c'est super intéressant parce que voilà, on fait des petites alors, voilà, on fait des petits exercices parce que j'ai des petits problèmes au tendon un peu récurrents. Et puis voilà, on finit toujours avec un petit check-up, un petit massage, et ça permet de voir en fait où est-ce qu'il y a des tensions et de les prendre voilà au tout début. Donc ouais, ça fait 2 ans et là je trouve un réel bénéfice de faire ce suivi-là et d'éviter en fait que des petits bobos deviennent plus importants. Donc tu fais un peu de renfo alors? C'est pas du renfo lourd, mais c'est Ouais, peut-être du renfo ouais, prévention? voilà, on va dire qu'il y a un C'est du quart d'heure, renfort 20 minutes. déguisé. Ouais, c'est ça, si tu veux. Donc, du coup, avec le kiné, oui, bah, j'ai des montées, en fait, Ok. sur les pointes pour travailler les tendons d'Achille. Donc oui, au final, j'en fais un petit peu chez le kiné. Voilà. C'est pas des Ouais, bien séances sûr. dédiées, mais Oui, bien sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et après, c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, tu as eu peut-être des douleurs, des choses, par exemple la hanche, on sait que c'est aussi une articulation qui peut subir un petit peu un trail ou les genoux. Est-ce que tu as mis en place justement avec ton kiné une petite routine de, je sais pas, de mobilité ou tu vois, quelque chose que tu pourrais donner aux auditeurs en conseil ou toi, ça va, t'as jamais trop souffert vis-à-vis de ça? si, bah, la hanche, en fait, souvent, justement, on commence par ça après avoir fait ces petits exercices pour les tendinites. Elle commence par ça en fait, à faire un petit check du bassin et souvent il y a toujours un qui est pas bien en place. Ouais. Donc ouais, elle travaille en fait dessus pratiquement à chaque séance, vérifier un petit peu tout au niveau articulaire que tout se passe bien. Et voilà donc et je vais voir de temps en temps aussi, surtout à l'approche de grandes échéances, je vais voir 3 4 semaines avant un ostéo voilà, pour faire un petit check aussi. Ok. Donc Et oui, c'est inclus en fait dans ces séances de kiné, quoi.
Et toi, en autonomie, est-ce que après, par exemple, en période que ce soit hivernale ou en été, est-ce que tu as une routine d'étirement ou ce genre de choses que tu fais le soir après l'entraînement, après la douche? Non, Pas je me forcément. suis toujours dit, il faudrait que je le fasse, ça serait pas mal. Mais non, je ne m'astreins pas à ça. Et puis même, ma kiné, des fois, elle fait des exercices. Et puis, quand je la vois la semaine d'après, je les ai pas fait, quoi. Tous les mêmes, hein, c'est abusé, c'est tous les mêmes. Parce que moi, on est kiné avec Pierre, hein, c'est pour ça, on envoie des patients comme toi, t'inquiète. Hein. Et Non, alors, mais du coup, des gros pépins ou pas? Est-ce que tu as déjà eu des grosses blessures pas trop, on va dire. Je croise les doigts, hein, mais pas trop. On, J'ai on eu en touche du bois. 2015 une petite surcharge un petit peu avec voilà, on faisait de construire, on était en train de construire cette maison là où je suis, rénover celle où on était la semaine, plus les entraînements, voilà, la famille et ouais, un petit peu de surcharge, pas que d'entraînement et du coup j'ai eu deux déchirures coup sur coup en fait, déchirures musculaires au mollet. Entre les gastronémiens, là, enfin jonction, là, je sais pas comment. Des jumeaux, c'est Septum. plus simple, c'était plus Ouais, simple avant, sinon, mais bon. c'est pareil, t'inquiète. Bon, ça Et va, c'est pas des grosses blessures. non, ouais, donc ça m'avait, voilà, il y en a eu, la première fois que ça m'est arrivé, ça a mis un peu de temps parce que on m'avait dit, bah, tu peux faire un peu de vélo, mais au final, ça avait maintenu et ça a été vraiment soigné qu'en prenant 4 semaines d'arrêt complet. Et après, c'était oublié, quoi. Mais voilà, c'était ces deux blessures-là. Et cette année, je me suis blessé en ski, où j'ai une rupture partielle aussi d'un tendon qui tient ce fameux humeau. Ok. Et voilà, bon. Donc, c'est Et, pas et des gros trucs, quoi. moi, j'avais une question. C'est vrai que le trail, souvent, avec cette surcharge, on pense souvent à la fracture de fatigue qui peut hmm. arriver. Je ne sais pas si toi, tu as eu des gens qui l'ont vécu autour de toi. Est-ce qu'il y a des conseils peut-être pour les auditeurs pour justement éviter ça? Est-ce que tu as eu un retour d'expérience? C'est vrai que souvent, quand on est sur le terrain, on entend un petit peu différents échos. Est-ce que tu as peut-être un conseil ou pas spécialement? C'est vrai que ça peut tomber sur n'importe qui si on répartit mal la charge. Oui, bah, j'ai eu pas mal de collègues qui ont eu ça. Aurélien du Lampalais, en fait, est assez sensible à ça. Il en a eu quand même quelques-unes. Enfin, il y en a plein. Je connais pas mal de coureurs hein, qui ont eu ça. Souvent, ouais, c'est des gens qui chargent quand même pas mal aussi, quoi. Mhm. Et voilà, il y a il y a des coachs qui chargent plus ou moins, et en fonction du passé de l'athlète, ça va passer ou pas, ou il va falloir un petit temps d'adaptation, quoi. Donc Ok. là, je pense que c'est aussi un petit peu de la responsabilité du coach d'avoir le passé de l'athlète et puis de mettre les charges en conséquence. Maintenant, le surentraînement, des fois, je ressens que je suis en surentraînement. Quand on fait des semaines de volume, je sais que je suis en surentraînement. C'est peut-être aussi ce qu'on vient chercher. Maintenant, c'est pas y rester trop longtemps. C'est faire attention à ça. Et après, les symptômes du surentraînement, elles vont être différentes chez chacun. Je sais que chez moi, je ressens que je suis en surentraînement quand j'ai du mal à trouver mon sommeil. Parce que en principe je dors assez bien et voilà, pour info je rajoute pas trop non plus sur mon temps de sommeil, donc c'est pour ça des fois la semaine je fais pas des grands entraînements parce que je veux pas au final faire des nuits à 5 heures. Et mon coach me dit souvent, et ça je vais l'écouter, que voilà, la récupération, le sommeil, ça fait partie aussi de l'entraînement. 20 ans de trail et si peu de blessures. Comment est-ce que tu Ah, expliques ça? des tendinites, j'en ai quelques-unes là qui sont un peu récurrentes. Et puis ouais, au début en fait, j'ai eu pas mal de chevilles en fait, entorse de cheville. Voilà, je l'avais pas mentionné, mais maintenant j'en fais plus trop. Donc je croise les doigts aussi. Mais tendinite, ouais, c'est assez récurrent. Peut-être que c'est lié, c'est Halloween, donc c'est peut-être lié aux sucreries que je mange aussi, quoi. Enfin, voilà, au niveau nutrition, en dehors de la course, sur la course, Ouais. j'essaie d'être assez structuré avec, en plus cette année avec mon changement de partenaire, maintenant je suis chez NAC et on a structuré un peu plus ma nutrition de course. Mais en dehors de la course, je garde quand même quelques libertés et j'ai peut-être quelques excès dans certains domaines qui sont pas forcément bons pour pour le trail. Ouais, je sais que je mange trop de charcuterie, trop de sucreries, mais voilà, c'est des petits plaisirs que je veux garder encore un peu. Donc, faut se dire, Mais le moral garder une suit petite du marge coup. de progression. Pardon? Le moral suit du coup.
Voilà, c'est ça. C'est le plus Ouais. important. Avant de partir sur le dernier volet de la nutrition, peut-être finir par l'entraînement, par peut-être tes séances clés pour les auditeurs. Est-ce qu'il y a des séances que tu conseilles? Peut-être c'est vrai que souvent on pense dénivelé positif, mais il y a aussi le négatif et réussir à encaisser le négatif. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles aussi spécifiquement? Et est-ce qu'il y a d'autres séances que tu aimerais mettre en avant justement dans ce podcast? Oui, alors c'est sûr que quand on fait du travail de côte, des fois c'est du travail de côte pur, avec de la récupération en descente. Euh, et puis des fois j'ai des entraînements où on va faire la séance, un fractio, par exemple, ça peut être un 8 minutes en côte. Donc 8 minutes c'est déjà assez long. Et un descente aussi à bloc, enfin ouais, maîtrisé, mais tout de suite après les 8 minutes. Donc descente en fait sur la fatigue. Et ça c'est un entraînement que Philippe me met de temps en temps. C'est voilà 8 minutes de montée, redescente rapide, remontée 4 minutes et descente récup. Voilà, ça permet d'entraîner un peu la descente sur la fatigue de la montée. Et après, c'est en fonction aussi de mon ressenti. Alors, en principe, je me qualifie d'assez bon descendeur, même si je baisse un peu avec l'âge. Mais des fois, je ressens en fait que je suis pas bien en descente. Et ça m'est arrivé, par exemple, une année où j'avais dit ça à Philippe, j'étais pas bien en descente. Et dans une course de préparation, bah, c'était avant la TDS. Euh, il m'avait dit, bah, course de préparation, c'était 10 jours avant la TDS. Il me dit, tu fais les montées vraiment en dedans et tu fais toutes les descentes à bloc, quoi. Mais c'était en compétition, alors c'est vachement dur, c'est Ouais. vachement frustrant en fait de monter, de laisser partir tout le monde et puis après de s'allumer en descente. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Donc ça dépend un peu aussi en fonction de mon ressenti, mais ce travail montée-descente, oui, on fait de temps en temps. Après, ça m'arrive des fois sur des sorties longues ou voilà, en rando trail ou descendre un peu plus vite, comme on dit, hein, pour se faire les jambes, pour casser de la fibre. Et c'est vrai que en début de saison, après une saison de ski alpinisme, les premières descentes, c'est horrible, quoi. Quand on refait 1000 mètres de descente, pendant 4 jours, on marche plus, quoi. Alors que alors que les premières descentes en ski aussi sont horribles, alors qu'on a l'entraînement de la course à pied. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes filières musculaires qui travaillent en ski et en course à pied. Ouais. Tu as des petits Mais, conseils techniques pour la descente ou pour les auditeurs, je sais pas, est-ce que tu attaques peut-être avant deux pieds, plutôt de talons ou est-ce que vraiment tu surtout sais pas, grosse c'est attaque que talon, tu te c'est lances ça, comme ça et grosse non, attaque talon, tu fais quoi? bah oui, non, mais après, c'est un peu, ça dépend la descente, hein, mais c'est un peu utopique de se dire, même Kylian, qui est plutôt un coureur qui attaque quand même avant ou médio pied, dans les descentes, c'est quand même pas toujours le médio qui Mmh. attaque, ça dépend de la pente, hein. C'est difficile quand on est attaqué pointe quand le terrain est vraiment raide. Maintenant, moi, voilà, ma foulée, elle est ce qu'elle est et je garde ma foulée naturelle, mais non, c'est Mais souvent en fait la descente, c'est aussi ça peut être lié à des blessures qu'on a eues et souvent en fait il y a une grosse part de mental en fait dans la descente, c'est de la confiance et une certaine prise de risque au final hein, dans les descentes quand même. Donc ça c'est certain et je fais des stages avec l'Auberge des Plus à Valoir et des fois, enfin c'est souvent des questions qui reviennent, c'est comment je peux me lâcher en descente, mais il y a souvent une partie alors, des fois, c'est que les personnes, ils habitent en Bretagne, c'est compliqué de s'entraîner en mmh. descente, donc il faut pouvoir l'encaisser en fait. Et c'est vrai que quand on a des descentes comme sur la TDS où on a 2000 mètres d'une traite à descendre, il faut pouvoir l'encaisser et il faut en avoir fait déjà pour pouvoir l'encaisser. Mais alors, pour descendre plus vite après, outre cette préparation physique, alors moi je la fais spécifique, ça pourrait être fait avec du renfort pour ceux qui ont pas, Mmh. qui habitent pas en montagne et qui peuvent pas travailler sur spécifique. Mais voilà, une fois que le muscle est prêt, c'est surtout en fait un blocage mental qui a en principe. Quoi. Mais au niveau de la descente, est-ce que tu vas, je sais pas, prioriser peut-être des petites foulées ou est-ce que tu vas plus chercher à allonger? Bah, j'imagine ça dépend Alors, aussi du terrain, tu vois, mais peut-être quand c'est roulant, qu'est-ce que tu conseillerais? Tu conseillerais plus d'allonger ou plus de mettre de la fréquence dans tes pas pour limiter? Je sais que c'est dur, hein, mais c'est pour donner peut-être des ouais, conseils et non, des idées. c'est super dur comme question. Et puis moi, si je te réponds et que Ça dépend de je dis, chacun peut-être. faut faire ce que je fais. Moi, j'ai une foulée qui est trop grande. J'ai des gros impacts et voilà, j'ai une longue foulée. Un peu, je sais pas si ça vous parle, Marc Rakip qui faisait du 400 mètres, tu vois, qui a des foulées, je Mmh. sais pas si ça vous parle ça, mais ça m'a Moi, impressionné ce non. Non. coureur en fait qui avait vraiment une amplitude de dingue. Moi c'est plutôt ça, j'ai de l'amplitude, mais j'ai pas de fréquence. Donc et après faut
avoir la fréquence, je pense que articulairement, c'est quand même mieux parce que on encaisse du coup moins de chocs, même s'ils sont plus fréquents. Mais voilà, moi, pour aller vite, c'est plutôt, moi, j'augmente plutôt en fait ma longueur de foulée. Mais forcément, en fonction du terrain, bah, des fois, on va raccourcir pour pouvoir avoir l'adhérence et puis passer les parties techniques. Donc, je dirais, en théorie, c'est mieux d'avoir plus de fréquences, mais voilà, encore, ça dépend de la chaque coureur. personne. Et pour moi, c'est plus de l'amplitude, quoi. Quand je cours plus vite, souvent, c'est que je fais des grandes enjambées. Et on peut voir, en fait, sur les stats, maintenant, avec les montres connectées, on a toutes les infos. Des fois, ouais, j'ai 1m80 en fait d'amplitude sur la Ah, foulée, donc c'est assez gros, quoi. c'est pas mal. Et est-ce que tu as une autre séance aussi en dehors de la descente que tu aimerais mettre en avant pour les gens qui nous écoutent justement, que tu trouves essentiel? Alors, moi, par défaut, j'aime pas toutes les séances. Toutes les séances de fractionné, j'aime pas. Alors, je me force à le faire parce que, voilà, mon coach me dit qu'il faut en faire. C'est quand même bénéfique. Et j'ai vu le bénéfice que j'avais, surtout, en fait, avant que j'aie mon coach, en fait, je manquais clairement de vitesse sur le plat et ça peut être pénalisant. Donc, garder des séances sur le plat, surtout pour des courses qui peuvent être assez roulantes, il y a peut-être moins besoin sur une diag, par exemple, mais sur un UTMB où il y a des parties qui sont très roulantes, garder de la vitesse. Donc, non, des séances clés, non, j'en ai pas, mais demandez ça à Philippe Propage. T'inquiète. Non, mais du coup, c'est intéressant de travailler son plat selon les courses. Bien sûr, ça peut être intéressant pour. T'as déjà préparé peut-être. Est-ce que j'ai vu Blanchard qui faisait ça, qui avait fait un semi, je crois, ou ouais, je crois qu'il avait fait un semi, il avait fait un marathon même l'année d'avant. Est-ce que toi, c'est des choses que pourquoi pas ou t'as jamais fait Bah, ça? j'ai fait la première fois que je suis allé à Western States, donc du coup j'avais préparé ce qui est une course qui est un 100 miles, hein, donc 160 km, mais plutôt roulant. Donc j'avais préparé un peu plus de vitesse, plutôt roulant. Il y a quand même 5005 de dénive, mais Oui. voilà, Tout est c'est quand relatif. même une course qui est plutôt rapide. Donc j'avais préparé un peu plus vitesse et en préparation j'avais accompagné mon beau-frère, j'avais dit que je faisais son paisseur sur un marathon. Donc voilà, il m'avait demandé une vitesse et je lui ai dit bah, je vais essayer de tenir le semi-marathon. Au final, bah, j'ai pu tenir le marathon. Et donc, j'ai fait un marathon en préparation de la Western 7, donc en 2:31:50 je crois, ouais, comme ça. C'est costaud quand même, hein, c'est Ouais. bien, hein? Bah, j'ai été surpris en fait parce que j'étais sûr que j'allais tenir que le semi et puis au final, bah, c'est mon beau-frère qui a lâché après le semi, quoi. Et il a fini Donc la course. Il a explosé, le pauvre. j'ai rapproché 2 fois, mais et après bah, j'ai terminé ma course et voilà. Ouais, c'est beau, belle perf. Et c'est vrai que bon, du coup, s'il y a pas d'autres, je sais pas si tu as une dernière question, Pierrot, sur l'entraînement peut-être? Excuse-moi. Non, je pense qu'on peut passer sur la nutrition, mais moi, c'était plus sur la récup. On peut l'avoir un peu maintenant. Ouais, bien sûr. Les conseils récup de Ludo, est-ce qu'il y a une routine sommeil ça ressemble à quoi tes routines sommeil dans la semaine? Non, mais sommeil, comme je disais, moi je rogne pas dessus en fait. Je suis plutôt gros dormeur en fait par rapport à certains. Et ouais, je fais en tout cas 7-8 heures par jour. Donc c'est quand même pas mal. C'est des bonnes nuits, quoi. Euh, après, récup après course, ça dépend ce qui vient derrière en fait. Souvent, on essaye quand même de prendre une petite semaine où ça peut être enfin voilà, une sortie ou deux à l'envie, vélo, footing, tranquille. Mais souvent, voilà, on essaye de faire une semaine, 10 jours après une grande échéance. C'est ce que j'ai pas fait à l'Hard Rock. Après l'Hard Rock, j'ai fait que 2 jours de repos et voilà, j'ai rattaqué un petit peu, même si c'était tranquille. J'ai rattaqué un petit peu tôt. Mais Ça ouais, correspond quoi, excuse-moi, à tranquille pour toi? Une reprise, ça non, mais correspond. tranquille, c'était voilà, rando trail. Euh, bon, j'en avais fait une sortie qui était un petit peu plus tonique après dans le Yellowstone avec Arthur. Mais ouais, voilà. Les premières sorties étaient vraiment rando. Après, on est passé en rando course, rando trail. Et puis, ouais, quelques sorties. Mais ouais, la première à J+2, en fait, la première sortie qui faisait 8 km, je crois que c'était vraiment de la rando. Où je me forçais à pas courir, quoi.
Donc, Et, ça arrive. et après l'UTMB qui était le second objectif, et là, tu as vraiment coupé par contre ou tu as continué Ouais, à mais là, t'entraîner? j'ai toujours un peu du mal là. J'ai vraiment eu du mal en fait après l'UTMB, où j'ai coupé plus longtemps et même il a fallu, ouais, j'ai eu du mal aussi à me remettre dedans. Alors aussi parce que j'avais pas d'autres échéances après. C'est aussi ça en fait. Quand j'ai pas d'objectif, je suis un peu feignant. J'ai plus de mal à aller m'entraîner. Donc ouais, j'ai fait des semaines qui étaient plutôt light après l'UTMB. Ouais, je pense que j'ai pris une bonne dizaine de jours en tout cas. Et après, il a quand même fallu que je m'y remette parce que on avait le stage avec l'auberge à Valoir vers le 21 septembre, un truc comme ça. Donc il a fallu quand même se remettre un petit peu à courir parce que pendant les 3 jours de stage, on fait dans les 100 bornes et 7000 de dénive. Donc ouais, il a fallu préparer un petit peu ça, revenir un petit peu. Et alors, est-ce que tu t'es remotivé? Est-ce qu'il y a un prochain objectif pour l'année prochaine? Est-ce que c'est secret ou je sais pas? C'est pas du tout une Non, question non, il piège, n'y a tu peux dire, tu peux ne pas répondre, hein. non, non, il n'y a pas de secret. On a remotivé un petit peu parce que voilà, on allait en Turquie en famille. On allait en Turquie pour faire une course en famille avec un relais en fait où ma femme devait courir le premier, ma fille le deuxième et moi je terminais sur une course très courte. Hein. C'est des relais de 12-14 km. Ma femme a été blessée, du coup j'ai dû faire le relais 1 et 3, donc je me suis remotivé un petit peu pour ça, pour faire cette course, voilà, en famille. Et ma fille a fait une belle course là-dessus, donc c'était plutôt sympa, même si au final on a été disqualifiés parce que j'ai fait 2 relais. Et Donc, ouais. voilà, c'était un petit peu la motivation. Là, j'ai pas grand-chose de prévu. Peut-être que voilà, peut-être que je vais monter à Paris pour aller faire le 10 km. Là, je vais être à la ramasse complet. Il y a 10 km de Paris Centre vers le OK. 17 ou je crois novembre. Mais sinon, rien de prévu avant la saison de ski. Et l'année prochaine, dans les grandes échéances, je pense retourner à l'Hard Rock pour faire l'autre sens, le sens comment ça sera anti-horaire l'année prochaine. Voilà. Et puis j'avais comme plan de faire l'UTMB avec ma femme. Mais voilà, on verra si elle peut courir parce que pour l'instant elle est un petit peu dans une période compliquée, donc on va voir si ça peut se faire. Et OK. terminer sur la Diag. Voilà, revenir sur la Diag. Ah, tu veux revenir aussi sur la mais c'est un beau programme, hein, ça va être sympa. Ouais, ouais, Hard Rock, UTMB, mais avec ma femme, donc une course qui est différente, et Mmh. Diag. Et sûrement terminer après sur le petit trail de Rodrigue, plus pour les vacances. OK. Après, tu peux aller en vacances sans forcément faire un trail, tu sais? Jusqu'à maintenant, non, j'ai jamais été. Enfin, ça fait vraiment très longtemps en fait où toutes les vacances étaient dédiées à ça et on allait en vacances. Alors avec des vacances qui étaient sympas, hein, que ce soit au Japon, où j'étais en Chine, ouais, Martinique, Maurice, Réunion. Enfin, voilà, tout ça. On a aussi emmené les enfants et c'était dans le cadre des vacances, mais aussi courses quoi. Donc OK. il y a peu de courses. Il y a une seule course qu'on a fait, qu'on a été une seule fois où on a fait des vacances en Afrique du Sud. Et c'était pas au moment de Ultra Cape Town. Donc, OK. Du coup, tu as pas pu le faire. non, non, du Ça coup, j'ai pas fait. C'était les vraies vacances. ça marche. J'ai courir un peu sur le parcours quand même, mais À faire attention là-bas, on sait jamais, hein. Si tu croises un animal un peu énervé ou quoi, faire attention. ouais. Bah, Animal, écoute, sur le parcours, pas trop. J'aime pas trop. C'est par contre, il y a quand même quelques serpents et je suis pas un grand fan, hein. je pense qu'il y a personne qui est vraiment fan. Enfin, moi, du coup, je suis pas fan non plus des serpents perso. Ben, on va finir cette dernière partie par la nutrition. On avait une question, c'était est-ce que tu as vu, ça fait quand même, tu disais une vingtaine d'années que tu es dans le trail, est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau de la nutrition? Justement, là maintenant, il y a un peu cette mode des glucides, hein, on entend beaucoup, il faut consommer de plus en plus de glucides. Est-ce qu'avant c'était comme ça? Est-ce que tu vois un avant-après ou est-ce que tout le temps ça a été comme ça? Et toi aussi, ton état d'esprit vis-à-vis de la nutrition? Ou est-ce que c'est une mode? Mmh. C'est une mode, je pense pas, mais ouais, jusqu'à l'année dernière, en fait, j'avais un protocole de course qui était assez facile et carrément établi. C'était un gel toutes les demi-heures et que de l'eau à côté. Voilà, donc je faisais ça et j'avais mis, en fait, au début où je courais, j'avais mis super longtemps, en fait, à trouver ce qui me convenait, quoi. J'avais essayé comme tout le monde, en fait, les poudres, tout ça, et puis ça m'est arrivé de ne pas finir des courses, alors que même j'étais encore sur le podium, pas terminé les courses à 5 bornes de l'arrivée parce que j'étais plié en deux, quoi. Et donc j'ai mis longtemps à trouver ce qui me convenait.
Et du coup, après, j'ai gardé ce protocole et j'avais peur de changer et d'essayer autre chose, en fait. Et donc, l'année dernière, je me suis décidé à changer de partenaire et à réessayer, en fait, d'autres choses et de reprendre, en fait, des produits énergétiques pendant la course, enfin, de la boisson énergétique, couplée avec des gels, la purée, en fait, qui est chez NAC. Donc, je fais du semi-liquide et oui, on établit un petit peu aussi maintenant, un peu plus de ce que j'ai besoin en fait comme glucides par heure. Mais voilà, je suis pas à 140 qu'on peut voir sur le vélo. Ouais. Mais je pense que dans le trail, il faut aussi pouvoir les encaisser. On n'a pas forcément les mêmes capacités en fait à encaisser ça du fait en fait d'avoir les chocs qui ont un impact, je pense, Bien sûr. sur l'estomac. Donc moi, mon protocole là maintenant avec NAC, c'est ouais, vers 80 grammes de glucides, 70-80 grammes de glucides par heure, vers 325 kilocalories, je crois, par heure, quoi. Sachant que dans les produits NAC, on n'a pas que des glucides en fait. C'est des produits qui sont faits pour l'ultra. Donc on essaye de tenir en fait à peu près voilà, entre 60 et 80 grammes de glucides, mais il y a aussi un apport de lipides et de protéines pour l'ultra, quoi. Peut-être Dès qu'il y a la première moins heure? besoin sur le court, mais sur l'ultra, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important aussi, quoi. Tu fais Pierre. ça dès la première heure, Ludovic? Ouais, dès la première heure. Voilà, en fonction des courses, je pars pas forcément avec un repas dans le ventre avant. Ça dépend de l'heure de la course. Mais voilà, c'est une course qui part tôt le matin. En allant sur la ligne, je prends soit un gel, soit une compote. Voilà, dès la première heure. Ouais. Et est-ce que tu as une stratégie en termes de parcours? Par exemple, on sait qu'en descente, c'est là où il y a beaucoup de chocs. Est-ce que, par exemple, tu vas prendre ton gel peut-être avant ou non, c'est juste toutes les demi-heures tu vas gérer? Ou est-ce que tu as un peu cette stratégie-là de beaucoup de chocs en descente et je vais essayer de m'alimenter bien avant pour pas avoir une digestion ou non? Pas de souci, t'inquiète. Oh, là, qui Ouais. revenait. Ça a dû s'arrêter Oui, là. ça a Euh, coupé, ça a repris. Non, c'est bon. Non, Ok. c'est bon, tu peux continuer. Ouais. Donc T'inquiète. j'avais un appel. Je sais pas si elle va répondre. Hum, Ma femme alors. Ah, t'inquiète. Euh, ne- non, j'essaye d'être plutôt régulier en fait. Donc on a établi un peu le plan de course par rapport surtout en fait aux aid sessions qu'on va avoir. Quand est-ce que je vais pouvoir recharger et être autonome entre ces parties-là. Mais oui, j'en tiens quand même compte. J'essaye, voilà, en fin de descente, de préparer la prochaine montée. Mais voilà, j'essaie quand même d'avoir une alimentation constante et c'est quand même pas lié qu'au profil, quoi. Parce que si on se fie qu'au profil, à un moment, je pense qu'il va y avoir un trou, quoi. Donc Ouais, c'est sûr. souvent, en descente, ça peut être des moments en fait où c'est plus facile de manger. Ou l'inverse, en fait, des fois sur des descentes hyper techniques, enfin voilà, il n'a pas non plus, enfin, on est trop focus dessus et on va peut-être oublier un petit peu de manger. Mais c'est pour ça que je mets aussi, enfin, j'essaye de mettre un petit peu aussi. Il y a une alarme nutrition en fait sur ma course. C'est juste que je le prends pas forcément, voilà, quand l'alarme vient, mais ça me permet de me dire, ouais, quand est-ce que la dernière fois que j'ai mangé autre chose que mon produit énergétique en fait, que mon Ok. lot, comment Ton t'appelles ça? Octalenta. Ouais. Wow, Voilà. Parce peu que importe. je prends de l'eau en fait avec le produit énergétique, mais j'ai un complément avec du gel ou des compotes quoi. Des Tu purées. utilises des électrolytes ou pas ou non? Alors j'utilisais avant quand j'étais chez mon ancien partenaire et maintenant NAC n'en fait pas et intègre en fait directement que ce soit n'importe quel produit, que ce soit une boisson énergétique, un gel ou une purée, Ok. voire des gaufres ou des barres. C'est intégré en fait euh, tous les électrolytes sont intégrés dans les produits. Donc normalement, si on prend suffisamment en fait de produits énergétiques, on a aussi les compléments. Euh, donc les compléments, enfin voilà, potassium, etc. Enfin tout ce qu'on appelle électrolytes. Donc ils en font pas spécifiquement. Maintenant, à voir sur des courses comme la Western par exemple où il fait très chaud, si c'est suffisant. Donc j'étais pas chez NAC quand j'ai fait mes Western et j'avais pris de l'électrolyte à ce moment-là. Ouais.
OK. Et au niveau des entraînements, comment tu fais? Est-ce que tu as des entraînements où tu vas charger en glucides pour justement t'habituer et d'autres où peut-être au contraire tu vas essayer de presque partir à jeun? Est-ce qu'il y a un sens pour toi à faire les 2 ou est-ce que tu es que sur une stratégie glucidique? Alors, ça m'arrive de partir à jeun, souvent par fainéantise. Et puis voilà, si j'y vais le matin, c'est que j'ai pas déjeuné, je pars, je me lève et puis je pars direct. Et puis je vais m'alimenter en cours. Alors ça dépend, mais souvent en entraînement, je m'alimente peu au final. Et je pense que c'est une erreur quand même, parce que d'être bien alimenté, je pense que ça facilite aussi un petit peu la récupération. Mais ouais, je sais pas. Sur la hard rock, par exemple, je me souviens du premier jour où je suis parti, j'ai dû manger 3 gaufres et j'ai fait 11 heures, quoi. 3 gaufres et au final j'ai quand même dû m'arrêter. Ouais, j'ai pris un coca parce que ouais, j'étais un peu cuit. Et bon, après j'ai perdu pas mal de poids quand même sur cette préparation. Donc ça dépend, quoi. Ça peut être une période aussi où tu veux sécher un peu, tu veux t'affûter un peu avant les courses. Mais je fais pas d'entraînement où je vais répéter mon protocole de course. Mais je pense que c'est une erreur et je sais qu'il y a pas mal de coureurs qui le font. Mais non, je suis peut-être encore, ouais, peut-être encore une petite marge de progression là-dessus, quoi. Après, est-ce que de partir un petit peu à jeun, je sais pas ce que tu en penses Pierre, mais est-ce que tu pas aussi, ta consommation de lipides que tu peux avoir? Est-ce que tu pars pas aussi sur une autre filière? Est-ce que ça peut être aussi être intéressant de travailler ça, hein? Oui, oui, ouais, ça peut être intéressant, mais je le fais et quand je pars à jeun et que c'est des sorties qui sont plutôt endurance, plutôt cool, je peux rester assez longtemps en fait à jeun. Si par contre c'est des entraînements où on va entrer du fractio, voilà, je m'alimente Oui, après en cours bien sûr. en cours d'entraînement, quoi. Mais Et oui, oui, qu'est-ce oui, que je pense que c'est intéressant quand même de le travailler. Et bah, la plus grosse réserve d'énergie, c'est quand même aussi qu'on a dans les lipides. Donc oui, c'est intéressant le travail. tu pas parti dans le cétogène? T'as pas Non, pas fait du tout. Non. non. Non, et puis là, Tu trop le sucre. T'aimes ouais, trop le sucre, je pense. j'en ai un qui traîne là et j'ose pas le manger parce que tu vas parler. Mais... Vas-y, mange-le, mange-le. Ouais, les auditeurs, on est en période d'Halloween, donc Ludovic, il se régale. Tu sais, On donnera pas de marque. il a utilisé l'excuse, genre, ouais, il va y avoir les Ouais, ouais. enfants qui vont sonner, il faut que Ouais. j'achète des bonbons. En fait, c'était que pour lui, quoi. Il y en a un là, tu es là, il y en a un autre là-bas. C'est parfait. Bah écoute, c'était complet. T'as une dernière question, Pierre, peut-être, ou pas particulièrement? Non, 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 c'était très clair. Ah, moi, j'avais Parfait. peut-être une question sur juste les chaussures. C'est vrai, même, en dehors de ton partenariat que tu as avec, ton équipementier, on n'est pas du tout là pour faire de la pub, mais tu peux en faire, il y a aucun souci par rapport à ça. Quel type de chau est-ce que tu as vu aussi une évolution de la chaussure dans le temps au niveau du trail et est-ce que Mm. tu la trouves positive, négative? C'est vrai que nous, en tant que kiné, on n'entend pas des choses, enfin, il y a beaucoup de croyances un petit peu avec les nouvelles mousses, on est un peu contre tout ça, enfin pas contre, complètement, mais on a un avis un petit peu mitigé. Toi, c'est quoi ton avis qui est vraiment sur le terrain par rapport à ça? Alors, donc je suis chez Oka depuis 2009. Donc je sais qu'il y a des kinés qui sont pas forcément ouais, pour avoir du confort en fait de l'amorti parce que c'est ce que proposait Oka surtout au début. Maintenant la gamme est beaucoup plus étendue donc on peut trouver un petit peu de tout. Mais moi j'aime quand même bien ce confort en fait, bah, surtout quand on fait du long quoi. Avoir un confort et avoir de l'amorti. Et donc ouais j'aime plutôt quand même des chaussures assez volumineuses. Maintenant tu parlais bah, des évolutions avec les plaques carbone qui arrivent aussi sur le trail, ces nouvelles mousses en fait où il y a beaucoup plus de rebond. Moi, c'est ce que j'ai utilisé en fait sur mes courses, que ce soit sur la hard rock ou sur l'UTMB. C'est quelque chose en fait où je trouve qu'il y a un gain en fonction des courses. Si on sait qu'en fait il y a des longues portions où on va devoir courir, il y a quand même un gain. Voilà, même si on court moins vite que les marathoniens, ça c'est évident. On a peut-être moins de gains, mais le gain il est quand même là. La contrepartie, c'est une petite perte quand même en stabilité. Donc c'est avoir en fait choisir ses chaussures en fonction vraiment en fonction de la course. Et ça peut être potentiellement bah, changé en fonction des secteurs de la course. Mais voilà, c'est un petit peu la contrepartie. C'est quand même un petit peu moins de stabilité.
Ouais, sur ces chaussures-là. Mais par contre, c'est indéniable que sur une partie roulante, voilà, si on peut courir un peu vite, alors je dis pas qu'on va pas courir à 18, mais voilà, il y a des parties sur piste, sur la rock où j'étais quand même à 4, voire moins de 4 minutes au kill. Et il y a un intérêt sur ces parties-là, ouais. Et tu travailles qu'avec une chaussure? Ou parce que c'est vrai que nous, souvent, en tant que kiné, on conseille d'avoir quand même plusieurs chaussures pour travailler un petit peu le pied différemment. Toi, est-ce que tu travailles toujours avec la même chaussure ou est-ce que tu vas changer justement pour avoir d'autres appuis, d'autres sensations? Alors, sinon, je varie un petit peu et j'essaye quand même de garder des chaussures où je suis beaucoup plus proche du sol. Par exemple, une Zinal, en fait, qui est chez Oka, en fait, Zinal 2, que j'aime bien, en fait, il y a un petit peu d'amorti, mais on sent quand même, voilà, on fait travailler un petit peu la proprioception. Par contre, en course, après, je vais être sur des chaussures qui sont plus amorties, plus de confort. Mais non, OK. j'alterne un petit peu les chaussures, quoi. Même si j'ai une préférence pour ces nouvelles chaussures, surtout en fait quand je vais dans des terrains qui sont pas hyper techniques, j'essaye de quand même garder un petit peu de tout, ouais. Et d'être sur des OK. chaussures un peu plus terre à terre, on va dire, où on sent un peu plus le terrain, quoi. Ça marche. Et juste dernière question pour ma part, est-ce que tu parles du pied, du coup ça m'a fait penser à ça. Est-ce que tu fais des exercices de renforcement au niveau du pied et ton kiné ou pas particulièrement? C'est vrai que ça, c'est quelque chose Non, qu'on essaie de mettre en avant. on n'a pas. Après, voilà, enfin, c'est monter sur les pointes. Je pense que ça fait travailler les pieds, quoi. Enfin, voilà, Ouais, c'est pour mais mes tu problèmes. vas pas chercher à griffer, lever, tu vas pas forcément chercher Non, tout ça. non, sauf si elle détecte, parce que voilà, des fois en fait, il y a aussi des blocages qui se font au niveau du pied. Mmh. Voilà, si elle a détecté quelque chose en fait à la manipulation, on va travailler spécifiquement, ouais. Mais OK. ouais, c'est vraiment elle qui évalue en fait les petits bobos et puis ce qu'on travaille au final, quoi. OK. Bah, écoute, bon, on te souhaite, la santé avant tout, un peu de réussite et beaucoup de bonheur pour, cette prochaine saison. C'était un plaisir en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mm. Pierre, je sais pas si tu as un mot de la fin peut-être? Non, C'est non, bon? merci On beaucoup, s'est Ludo. Ah, régalé. est-ce que tu as un ouvrage à nous conseiller, Ludo? C'est le classique dans plein de podcasts, mais on prend aussi. Ouais, un livre ou un média, quelque chose que tu regardes. Non, je lis pas beaucoup. Après, des ouvrages, il y en a, j'en ai quelques-uns, j'en ai même pas mal à lire. Mais non, j'ai pas de conseils. Il y avait un livre que j'avais lu, c'était la Grande course de Cunningham, non, je sais plus comment le titre, en fait, La traversée des États-Unis. Je sais pas si ça vous parle, ce livre-là. OK. Bon, Non. il était assez sympa à lire. Mais On c'est pas du on tout essa lié sur le trail, et puis c'est un livre qui est assez ancien, quoi. Pas de souci. Bah, écoute, on prend tout de toute façon. Beh, merci beaucoup en tout cas Ludovic et bonne continuation et beaucoup de bonnes choses et peut-être à bientôt, peut-être tu vas gagner la Diago et on se reverra l'année prochaine, hein? Oui, on verra ça. Nous en tout cas, c'est sûr, on la gagnera pas. C'est Ah, ça. on sait pas, on sait Merci à pas. tous. Vous êtes encore jeune, vous avez le temps, hein. Ouais, Ah oui, c'est vrai. oui, on a encore du Merci à temps. C'est tous. bien. Il y a de N'hésitez pas à l'espoir. commenter si vous avez des questions pour Ludo en commentaire, à liker la vidéo et laissez-nous les 5 étoiles. Merci à tous. Ciao, À ciao. Allez, plus. merci. Ciao.